Comment un enfant exposé à tant de violence, de perversion et de souffrance peut-il devenir l'un des tueurs les plus redoutés de l'histoire? Richard Ramirez, surnommé le Night Stalker, a semé la terreur à travers la Californie dans les années 1980. Mais avant d'en arriver là, il a grandi dans l'ombre de la violence familiale et d'un monde obscur qui l'a façonné. Ce soir, dans Chronique Obscure, plongeons ensemble dans l'histoire terrifiante de Richard Ramirez, l'enfant qui est devenu un monstre. Mais avant de commencer, réfléchissez un instant. Comment un esprit peut-il basculer dans la folie? Richard Ramirez est né le 29 février 1960 à El Paso, au Texas. Fils de Mercedes et Julian Ramirez, il a grandi dans une famille marquée par la violence. Sa mère, pieuse mais fragile, travaillait comme teinturière, tandis que son père, ancien policier, était alcoolique et violent. De ces conditions familiales dramatiques naquit un enfant perturbé que la violence de son père et les traumatismes familiaux allaient transformer en un être animé par la rage. Dès son plus jeune âge, Richard fut victime d'accidents traumatisants. À 5 ans, une porte en fer lui tomba sur la tête, lui causant des blessures graves. Ces traumatismes à répétition, combinés à des comportements de maltraitance et de négligence, eurent un effet dévastateur sur son développement mental et émotionnel. Il souffrit aussi d'épilepsie temporaire, une condition qui provoquait des hallucinations mystiques et des troubles de l'humeur. Dès l'enfance, Richard commença à être hanté par des visions, des croix et une fascination pour la mort, l'horreur et la violence. Quand un enfant grandit dans un monde aussi brisé, comment peut-il se construire autrement qu'en reproduisant cette violence, en la nourrissant? À l'âge de 10 ans, Richard commence à fumer de la marijuana et à développer une curiosité morbide pour la violence. C'est à cet âge qu'il entre en contact avec son cousin Miguel, surnommé Mike, un vétéran du Vietnam. Mike, traumatisé par les horreurs de la guerre, n'hésite pas à exposer son jeune cousin à des images terrifiantes. Lors de leur rencontre, il lui montre des photos polaroïdes de femmes vietnamiennes qu'il prétend avoir violées et tuées pendant la guerre. Sur ces clichés, il apparaît avec des têtes décapitées de ses victimes. Mike lui décrit froidement les détails sanglants de ses actes violents, parlant ouvertement de sa puissance et du contrôle qu'il exerçait sur la vie des autres. Mike ne se contente pas de raconter ses exploits macabres. Il apprend aussi à Richard des techniques pour tuer. Ces leçons macabres, loin de choquer Richard, viennent nourrir ses propres fantasmes sombres. L'impact de ces enseignements sur Richard est profond. Il devient peu à peu de plus en plus insensible à la violence et à la souffrance humaine. L'idée de tuer ne le rebute pas, elle devient une forme de pouvoir, une réponse à la souffrance. À seulement 10 ans, un enfant peut-il encore être sauvé quand il est plongé dans un tel tourbillon de violence et de perversion? Que devient-il quand il apprend à tuer avant même de comprendre pleinement ce que cela signifie? Le 4 mai 1973, Richard va être témoin d'un acte de violence qui marquera profondément sa psychologie. Ce jour-là,
Mike, son cousin, perd le contrôle au cours d'une dispute avec sa femme. Dans un accès de rage, il tire sur elle avec un revolver de calibre 38, la tuant sur le coup. Richard, témoin de ce meurtre, ne réagit pas avec horreur comme on pourrait s'y attendre d'un jeune garçon, mais semble être fasciné par l'instinct, par la brutalité de l'acte. Pour lui, ce n'est pas un choc, mais plutôt la confirmation de la puissance de son cousin et de ce qu'il pourrait être capable de devenir. Après ce meurtre, Richard quitte la maison de son cousin, fuyant la scène de crime, mais aussi la violence omniprésente qui y régnait. Il se réfugie alors chez sa sœur, Ruth, qui vit avec son mari, Roberto. Mais là encore, la situation ne s'améliore pas. Roberto, un voyeur obsédé par l'idée d'espionner des femmes, introduit Richard à ses activités nocturnes. Chaque soir, Roberto amène son jeune neveu lors de ses sorties, où il se cache et observe des femmes dans leur intimité, dans leur vie privée. Ce voyeurisme devient pour Richard une nouvelle forme de domination et de contrôle. Il apprend à se nourrir des faiblesses et des désirs des autres, à se sentir puissant, en espionnant, en devenant invisible. Imaginez grandir entouré de modèles qui voient la violence et l'invasion de l'intimité comme des formes de pouvoir. Que peut-il rester de l'innocence d'un enfant lorsqu'il est exposé à un tel monde de perversion? À l'adolescence, Richard commença à s'intéresser au satanisme. Cette fascination pour l'occulte et la magie noire devient rapidement une obsession. Il se plongea dans les récits de l'occultiste Anton LaVey, le fondateur de l'église de Satan, et adopta une vision du monde basée sur le chaos, la destruction et la domination personnelle. Le satanisme, pour lui, représentait une voie vers le pouvoir absolu, un moyen d'échapper à son passé, brisé, et de s'affirmer comme un être supérieur. C'est à ce moment-là qu'il commence ses premières agressions violentes, ciblant des femmes. Ses actes étaient une expression de ses pulsions sadiques et de sa soif de pouvoir. Richard n'était plus seulement un adolescent perturbé, il était devenu un prédateur, obsédé par l'idée de contrôler et de détruire. À partir de 1984, Richard Ramirez devient le tueur en série que le monde allait connaître sous le nom de Night Stalker. Il sema la terreur en Californie, commettant des meurtres, des viols et des cambriolages avec une violence inouïe. Chaque crime était accompagné de messages occultes, de pentagrammes dessinés sur les murs avec du sang. Richard ne voyait pas seulement ses victimes comme des êtres humains, mais comme des instruments dans sa quête de puissance et de domination. Son comportement sauvage et ses actes macabres alimentaient sa légende. La terreur qu'il inspirait ne connaissait aucune limite, mais après plusieurs mois de meurtres impunis, la police finit par rassembler des indices. Un témoin important a pu donner des informations cruciales sur le véhicule utilisé par Ramirez. Le Night Stalker était finalement traqué. Après une chasse à l'homme intense, Richard Ramirez fut finalement capturé en 1985. Grâce à l'aide du public, son procès qui débuta en 1988 attira l'attention des médias du monde entier. À la barre, il afficha une attitude de défi et de mépris, multipliant les gestes sataniques, criant « Aïe Satan » lors de ses apparitions en cours. Le 22 septembre 1989, il fut condamné à la peine capitale pour 13 meurtres, 5 tentatives de meurtre, 11 viols et 14 cambriolages. Pendant son incarcération, Richard attira l'attention de Doreen Lioy, une fan de ses crimes. Après plusieurs années d'échanges, elle épousa Richard en 1996 dans une union symbolique qui ne faisait qu'ajouter à la légende macabre de ce tueur.
Yoï, comme d'autres, semblait fasciné par la monstruosité qu'il représentait. Ramirez mourut le 7 juin 2013 des suites d'un cancer, à l'âge de 53 ans, après avoir passé plus de 23 ans dans le couloir de la mort. Sa fin n'était pas celle qu'il méritait, mais elle est un triste rappel que certains monstres, bien qu'enfermés, restent toujours dans l'ombre, attendant de ressurgir. Richard Ramirez est mort, mais l'histoire qu'il a laissée derrière lui reste gravée dans nos esprits. Ce tueur, obsédé par le satanisme et la violence, a marqué l'histoire de façon indélébile. Et vous, que pensez-vous de cette fascination morbide pour les tueurs en série et le mal? Partagez vos pensées dans les commentaires et abonnez-vous. C'était Chronique Obscure.